Bonjour à toutes. Bonjour Olivia. Bonjour Alexandre aussi qui est en régie, qui s'occupe de ce webinaire. Alors, comment parlons-nous au travail ce matin ou chaque jour? En quoi travailler? Est-ce, j'allais dire, savoir communiquer? En quoi aussi la difficulté des échanges peuvent-ils être un enjeu de santé au travail plus largement? Alors, Olivia Folly, vous avez étudié les ressorts de la parole en entreprise à travers un registre particulier, celui de la plainte. Vous êtes sociologue, enseignante en sciences de l'information et de la communication, actuellement détachée au Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREQ, basé à Marseille. Alors, la plainte au travail, c'est l'objet de votre recherche, publiée cette année aux éditions des Archives contemporaines, avec un sous-titre important, Des mots indicibles aux conversations du quotidien. Alors, ces mots indicibles, ce sont des souffrances difficiles à décrire. Vous expliquez en effet qu'elles sont plus ou moins explicites. Parfois, on ne dit rien, parfois on se replie, mais on n'en souffre pas moins. Alors, savoir parler, se plaindre serait peut-être une compétence à acquérir. En tout cas, vous étudiez, et c'est l'intérêt essentiel de vos travaux, quelles sont les conditions organisationnelles de l'expression de la parole au travail. Et j'ajouterais sur le travail. Pour vous, en effet, le problème n'engendre pas automatiquement l'expression, un problème n'engendre pas automatiquement l'expression de ce problème. Donc la plainte au travail est un enjeu de santé et plus largement de management de l'activité quotidienne. Voilà, je vais vous laisser la parole. Alors, vous allez publier votre exposé et puis pendant ce temps, je vais écrire et noter les questions qui remontent sur le chat que chaque internaute a sur le côté. Vous pouvez déposer des messages. Je vais tenter de les rassembler et de les restituer après votre exposé et puis vous y répondrez. Voilà, à tout à l'heure. Merci à vous. Je vous passe la parole, Olivia. Bien, merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais réaliser un exposé. Donc, j'ai prévu des diapositives à projeter. Je vais commencer par le partage d'écran pour vous présenter ce qui est effectivement un travail de recherche de longue haleine qui a fait l'objet de la publication d'un ouvrage sur un objet langagier, un ouvrage relatif au langage, les paroles de plainte au travail, vu à travers toute une palette des mots indicibles aux conversations du quotidien. Donc, c'est ce que je vais évoquer ce matin. Et je remercie Laurent Tertré et la CFDT4 de me donner l'occasion de pouvoir présenter ce travail. Alors, pour commencer, je voudrais préciser de quoi il s'agit. C'est une question de parole, une question de langage telle que j'ai pu les entendre ou les observer dans les interactions au travail. Ça me paraît important de donner cette précision parce que le fruit, la réalisation de cette recherche s'est faite hors dispositif managérial ou d'écoute. On peut très bien recueillir des plaintes sur ce qui va mal, des problèmes en entreprise à travers des baromètres sociaux, des dispositifs d'écoute ou à travers des consultations de médiation, par exemple. Là, la manière dont j'ai procédé, la manière dont s'est construite la recherche est autre. C'était en étant moi-même salariée d'une organisation que j'ai pu constater la récurrence de paroles de plainte. Je vous expliquerai le contexte juste après. Alors, pour situer un petit peu ce que j'entends par parole de plainte, c'est finalement quelque chose d'assez banal, que tout un chacun ayant l'expérience du travail peut constater, peut entendre. Par exemple, dans le bâtiment, on arrive sur le chantier le matin, un compagnon est absent, comment on va faire pour s'organiser? Ça pose problème. Éventuellement, les personnes se plaignent des absences intempestives.
se plaignent de ne pas avoir été avertis suffisamment à l'avance. Donc voilà, finalement, le propos de plainte est quelque chose qui fait partie des relations, des interactions ordinaires dans le travail, dans l'activité, dans la coopération à l'occasion du travail dans l'entreprise. Je vais préciser l'aspect empirique de cette recherche. C'est très important parce que voilà, tout est fondé sur des observations réalisées dans une organisation que je nomme la Caisse, par souci de préservation de l'anonymat, une organisation dans laquelle j'étais salariée pendant 3 années au sein de la DRH, avec une mission à réaliser et aussi une recherche de doctorat à mener dans le cadre d'une convention CIFRE. La construction de l'objet de recherche, l'importance à accorder à la question des plaintes dans les relations est le fruit de mes observations directes en tant que salariée par immersion. Et j'ai également étayé ce qui relevait de l'expérience des personnes travaillant à la Caisse à travers des entretiens sollicités, cette fois, sur des questions de travail et de vécu du travail, à peu près 40 entretiens de recherche, et aussi des entretiens pour des missions que m'avait confiées la DRH et que j'ai pu exploiter à titre secondaire, environ 70 entretiens pour des missions d'études exploitées dans un second temps à des fins de recherche. Ça, c'est pour l'origine. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester ces résultats après la réalisation de la thèse de doctorat. J'ai une quinzaine d'années d'enquête et d'expérience à mon actif. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui est aussi le fruit de la consolidation d'enquêtes à travers des enquêtes successives dans divers milieux professionnels. Puis aussi une consolidation grâce à un retour dans l'entreprise de la Caisse, des discussions avec des étudiants, avec des collègues dans des séminaires, colloques scientifiques, etc. Donc tout ça, c'est l'objet de l'ouvrage. Évidemment, je ne présenterai pas tout, loin de là. Je vais vous donner les points saillants. Alors, un point important pour aujourd'hui, c'est le choix réalisé pour cette rencontre, c'est la mise en exergue du mot compétence. En fait, derrière ce choix éditorial se cache une question qui nous rapproche d'une dimension collective et organisationnelle. C'est une chose à laquelle je suis très attachée, puisque tout ce que nous allons considérer relève de ce qui se passe en organisation, donc dans l'interaction avec d'autres personnes. Et le propos est de montrer que dans l'entreprise, dans l'organisation, on apprend des comportements qui sont adaptés. On apprend aussi à décoder la signification de ce qui est dit, de ce qui est énoncé. Et par conséquent, la manière de formuler les plaintes, de les écouter et de les comprendre, de les interpréter, est liée à un milieu, à une dimension collective et organisationnelle. C'est ce que je vais vous proposer pour ce matin à travers différents points. Je commence par des points de cadrage, de définition. Qu'est-ce que la plainte? Une définition un petit peu générale, issue d'ailleurs d'une revue de littérature dans plusieurs disciplines, y compris la philosophie, la psychologie. On peut dire que c'est l'expression d'un motif de mal-être, adossé à un ressenti de douleur ou de souffrance, une expression qui est adressée à un auditoire en vue d'obtenir de l'aide ou une réparation. Donc le plaignant énonce son motif. Quand on s'intéresse au travail, c'est un problème vécu, une critique éventuelle, quelque chose qui fait mal-être, plus ou moins fortement, un vécu plus ou moins fort de souffrance, et qui s'exprime individuellement ou collectivement, puisqu'on peut très bien avoir des échos par rapport à un témoignage individuel du mal-être partagé. Donc on est là dans l'énonciation. On peut dire d'une autre manière que la plainte, c'est la mise en mots, verbalisation des mots relatifs au mal, en lien du coup avec la santé au travail. C'est une approche qui nous ramène au thème de la santé au travail, un thème important, toujours d'actualité, avec une actualité parfois dramatique d'ailleurs. Donc à travers la plainte, on peut avoir des indicateurs de ce qui va mal, et c'est
finalement, j'ai envie de dire, assez ordinaire, assez classique de s'appuyer sur la plainte des travailleurs, des travailleuses pour comprendre ce qu'ils vivent, leur expérience, pour mener des diagnostics, dans des fins d'accompagnement, de résolution de problèmes, des diagnostics RH ou de l'accompagnement de salariés. Dans les enquêtes, dans les travaux de recherche, la question de la plainte est aussi évoquée. Les plaintes énoncées par les personnes sont tout à fait mobilisées pour parler des terrains, pour parler des aspects empiriques des enquêtes qualitatives. J'ai envie d'ajouter que dire la plainte, c'est dire l'expérience vécue, des aléas, des difficultés. Donc, c'est pas forcément quelque chose de doloriste qui est, je veux dire, qui a une dimension dramatique. C'est aussi quelque part porteur d'une certaine créativité, d'une dynamique créative, dans la mesure où se plaindre, c'est être vivant. En anthropologie et en médecine aussi, ces choses-là sont montrées. Une personne qui n'aurait pas la sensation de douleur serait en danger physiquement, ne serait pas capable de repérer ce qui est mauvais pour elle. Donc, on peut dire que en étant sur les questions de plainte, on est sur l'expérience de travail, le travail réel, qui n'est pas équivalent au travail prescrit. Travailler, qu'est-ce que c'est? C'est forcément faire face à des imprévus, à des aléas, dépasser des épreuves, déployer des habiletés individuellement et collectivement pour dépasser ces épreuves. Et par conséquent, la possibilité de pouvoir dire ce qui se passe, de nommer, d'expliciter le vécu, y compris quand il y a des embûches, quand il y a des motifs de problèmes. Tout cela est une dynamique assez saine qui participe de la préservation de la santé, qui nous met en lien avec autrui, avec les autres, dans le cadre du travail. Et c'est grâce à ces partages, j'ai envie de dire, que l'on peut trouver des solutions et aussi accéder à la reconnaissance par les pairs, la reconnaissance par autrui dans le travail, reconnaissance de tout ce qui a été déployé en termes d'habileté, d'ingéniosité pour arriver à produire malgré tout, malgré toutes les embûches rencontrées. Voilà pour le cadrage général. Je rentre à présent un petit peu plus dans l'analyse en termes de variation. Qu'est-ce qu'on peut dire des plaintes dans les entreprises? Un premier point qui permet de situer mon approche organisationnelle et collective, je souhaite mentionner l'écart qu'il y a entre souffrance et plainte. C'est important pour appréhender l'idée que les collectifs de travail et l'organisation du travail font quelque chose à la prise de parole, dans les interactions. La mise en mots des mots, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas automatique. Partant d'un problème rencontré, il y a une manière de dire ce qui se passe. Eh bien non, on peut noter un écart avec deux conceptions. D'une part, la souffrance, qui est un affect, qui est quelque chose que je ressens, qui relève de l'intimité, de mon vécu, perceptible uniquement par la personne qui ressent. Et la manière, les circonstances, l'énonciation de la plainte, tout ça, c'est une expression. La plainte est une expression, donc quelque chose que je porte à l'attention d'interlocuteurs, d'un auditoire, avec quelque part un façonnage, une mise en forme, étant donné que l'on passe cette fois à une adresse, je m'adresse à autrui. Donc, on peut dire que, pour raisonner collectivement sur ces questions de santé au travail, la plainte n'est pas la souffrance, elle n'en est que l'expression, que avec des guillemets, parce que ça peut être tout à fait considérable, mais en tout cas, voilà, on est dans deux registres, deux dimensions différentes, avec cette question de porter l'adresse à un auditoire. Et aussi, on peut le mentionner par rapport à des travaux en psychologie, la capacité à se plaindre suppose un minimum de distance subjective par rapport à ce que je vis en termes de souffrance. Dans les cas les plus extrêmes, quand il y a un choc, quelque chose de très très dur qui est vécu, quand il y a de la sidération, des études de cas montrent que l'individu n'est pas forcément à même de s'exprimer, de dire ce qui lui arrive. Il est bloqué dans la sidération et du coup, on peut voir que ce passage à l'énonciation, au témoignage, est loin d'être automatique.
Partant de là, on peut évoquer des souffrances indicibles, des souffrances qui ne peuvent pas se dire. Alors restons sur des aspects sociaux. Je vais peu en parler dans le cadre de mes propres travaux, mais on peut trouver des exemples dans dans l'actualité, ce qui peut se passer dans les familles, par exemple, en termes de maltraitance, ou dans le monde du travail. Il y a pas mal d'actualités sur les violences sexuelles au travail qui sont liées à des abus d'autorité. Donc, on voit que les victimes ne sont pas forcément enclines à dire, ni même ne conscientisent ce qui leur arrive. Donc, je voudrais souligner cette dimension de souffrance indicible. Et puis, je voudrais souligner aussi, étant donné qu'il y a écart, la possibilité d'une plainte sans mal-être. Alors, je mets beaucoup de guillemets parce que le vécu de mal-être, comme je le disais, est quelque chose de personnel, d'intime et qui n'appartient qu'à la personne. Mais en tant qu'observateur, témoin, collègue, manager, diverses positions, on peut parfois noter des plaintes qui paraissent euphémisées, atténuées, voire insolites, quelque chose qui se dit mais dont on ne comprend pas les ressorts. Alors, je vais ramener cette variété de cas de figure à ce qui s'est présenté dans l'étude de cas à l'origine de ma recherche à la Caisse. C'est un phénomène d'énigme autour des pratiques langagières de plainte qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a donné l'occasion de prendre au sérieux, à bras-le-corps, ce sujet. Alors pourquoi? C'est que dans cette organisation, à l'époque de la recherche, nous sommes dans un univers administratif qui est, pour le dire de manière résumée, relativement protégé, avec une sécurité de l'emploi, avec des conditions de travail correctes, des moyens pour réaliser le travail, pour sortir la production administrative qui sont à peu près cohérents avec les objectifs de production. Et pourtant, je constatais dans les relations de travail une prégnance des paroles de plainte. Alors, divers types de plaintes, j'y reviendrai, c'est ce qui permet d'avancer dans la compréhension et dans l'interprétation, mais en tout cas, une prégnance dans les relations, dans les interactions, et aussi une sorte d'énigme. Les personnes au travail se plaignent, mais dans le fond, quel est le problème? Quelle est la source de souffrance? On est dans un univers protégé qui est éloigné de ce qui a pu être décrit au départ dans les années 2000 sur la souffrance au travail liée aux pertes d'emploi, menaces sur l'emploi, conditions de travail très très dures. Pourtant, la plainte est là. Donc, je vous propose, à l'instar de ce que j'ai pu faire dans mes travaux, de raisonner sur cet écart. Qui dit parole de plainte dit se situer au confluent de l'intime, ce qui est vécu, et du social, c'est-à-dire je m'adresse à d'autres, et du coup, on peut considérer que la parole de plainte est adossée au ressenti, adossée aux émotions de la personne, des interlocuteurs, mais elle est aussi inscrite dans le social, c'est-à-dire selon le contexte, selon la scène où on se trouve au moment de l'échange, eh bien, il y a une certaine manière de dire les choses. Et j'approfondirai tout à l'heure. Donc, le projet est ici de faire un pas de côté, donc de considérer ce que le contexte fait à l'expression, aux pratiques langagières, aussi à l'écoute, à la manière dont on écoute, cette idée de considérer l'énonciation, la manière dont les choses se disent. Là réside l'idée de faire un pas de côté, donc considérer l'énonciation du mal-être plutôt que les causes du mal-être. Donc c'est ce qui pourrait expliquer la souffrance, qui bien sûr est primordiale, est au centre, mais regardons, j'ai envie de dire principalement, surtout, la manière de dire. En tout cas, c'est une proposition pour appréhender différemment les questions de santé au travail. Je continue. Puisqu'il y a écart, il y a aussi des liens variables possibles à mentionner entre souffrance et plainte.
Parlons tout d'abord de facteurs culturels et sociaux qui jouent sur l'énonciation de la plainte, et je vais me référer à des travaux de collègues en anthropologie, parlant par exemple des blessés revenant de la guerre, des militaires, des blessés revenant du Vietnam sur lesquels des expérimentations, enfin qui ont été suivies, ils reviennent avec un membre amputé. Alors du point de vue médical, leur système neurologique, enfin, tout le système physiologique n'interdisait pas la sensation de douleur. Par exemple, quand on leur faisait une piqûre, ces personnes ressentaient la douleur. Mais pour ce qui concernait les soins liés à la blessure de guerre, en membre amputé en l'occurrence, les militaires avaient plutôt tendance à ne pas exprimer leur douleur, à ne pas se plaindre, comme si finalement ils relevaient de l'héroïsme, ils relevaient de la fierté du militaire de pouvoir supporter ce qui est de l'ordre de sa blessure de guerre, donc de son rôle de militaire, supporter cela sans ciller. Ce sont d'ailleurs des constats qui nous rapprochent de ce que voient des collègues en psychodynamique du travail, dans les métiers à risque, qui ont pu montrer que le courage est valorisé, bien que les risques soient conséquents, y compris pour sa vie. Le courage, la bravoure sont valorisés par le collectif de travail. C'est aussi cela qui permet de tenir. Un autre exemple, toujours en anthropologie, c'est la question, pour ce qui est les ouvriers ayant des maux, des dommages physiques liés à leur travail, eh bien, il y a plutôt une propension à masquer cela, à masquer ce qui est ressenti en termes de douleur lors de la visite en médecine du travail, et également aussi à l'égard de la famille, parce que finalement, le corps est un outil, et du coup, se présenter comme étant abîmé, c'est se montrer diminué en tant que travailleur. Parler du corps diminué, c'est se diminuer soi-même, se dévaloriser ce que l'on est en termes de symbolique, en termes d'image relative à la force de travail. Donc, cela m'amène à dire que se plaindre, c'est engager l'image de soi. Ce n'est pas neutre. C'est s'exposer au regard des autres. Un jugement est porté quant à la légitimité du motif de plainte. Alors ça, de manière un petit peu plus ordinaire, triviale, dans les relations de travail, on peut l'observer quand quelqu'un fait part de ce qui le gêne, de ce qui pose problème. On peut lui rétorquer quand même, tu exagères, il serait temps que tu te fasses à l'idée qu'on a moins de moyens qu'autrefois pour fonctionner, tu fais de la surqualité, faut peut-être que tu révises tes exigences. Je dis tu, mais ça peut aussi s'adresser à un collectif. Donc, quand quelque chose s'exprime en termes de motif de mal-être, eh bien, le regard d'autrui, finalement, indique si ce motif de plainte est légitime ou pas. Donc, on est là dans un sujet qui est relatif à la culture de l'organisation ou culture professionnelle, et à ce qui est attendu en termes de comportement au travail. Je donnerai 2 illustrations tirées de ce que j'ai pu observer à la caisse. Premièrement, un jeune recrue, un jeune homme embauché venant du secteur marchand, c'est son 2e emploi qu'il occupe là à la caisse, et je suis collègue de travail, et je vois son évolution sur les premières semaines. Lorsqu'il intègre l'équipe, il se plaint des lourdeurs, des lenteurs bureaucratiques, il a envie de faire plus vite, il propose des méthodes autres. Et puis, il dénigre aussi les modes de fonctionnement. Quelques mois plus tard, son regard a changé. Il faut dire que derrière ces propositions ou ces plaintes, parce que parfois les mêmes choses peuvent s'exprimer sous forme de plaintes, eh bien, il y a les réactions de son entourage. Tu sais, ici, on est à la caisse, on ne peut pas faire comme on veut, il faut tenir compte de la hiérarchie. C'est un univers très centralisé, très marqué par les grades, les statuts, les fonctions. Et du coup, les propositions, les ferments de propositions que comportent aussi les plaintes, je te parlais tout à l'heure de dynamique créative, ne sont pas forcément reçues favorablement par les collègues, a fortiori par la hiérarchie, par les managers. Donc,
dans le cas de cette trajectoire, ce jeune homme s'est habitué à finalement ce qui au départ pour lui posait problème, et la plainte ne se dit plus, ou du moins pas de manière commune, ostensible. Un autre exemple, toujours à la caisse, il s'agit là d'un agent de direction que j'ai rencontré dans le cadre d'un entretien pour connaître ses fonctions, et il me décrit un poste où il est socialement exposé. Il a une mission assez dure à réaliser, avec des réactions attendues, connues, beaucoup de conflits à surmonter, et je lui demande comment il tient. Je lui demande quels sont ses supports, je lui demande vers qui il peut se tourner pour être épaulé. Les réponses me paraissent très étonnantes, et là, il me décrit qu'il ne peut compter que sur lui-même, même parmi ses homologues qui sont passés par le même type d'épreuve. Il serait pour lui non convenable de se plaindre, de dire qu'il a des difficultés. Donc de fil en aiguille, au fil de l'entretien, puis après de l'exploitation, je comprends que cette personne, cadre de direction, a intériorisé l'idée de surmonter les épreuves comme étant un passage pour montrer qu'il a réussi, un passage aussi dans sa carrière pour continuer à progresser, accéder à d'autres fonctions. Donc l'idée de surmonter les épreuves sans demander d'aide, donc la capacité ou la compétence, pour reprendre le titre, à ne pas se plaindre alors que les difficultés endurées sont fortes. Donc cela pour évoquer l'idée que dire sa plainte, c'est s'exposer, c'est potentiellement recevoir une étiquette attribuée, un processus d'étiquetage que les sociologues connaissent bien, puisque à travers ce qui se dit, la personne se montre dans son monde vécu, dans son mode de raisonnement, son rapport au travail, son horizon légitime, en disant par exemple le travail mal fait à ses yeux, la mauvaise qualité, ce qu'il déplore, et on peut prendre la plainte comme étant un aveu de faiblesse, pas forcément pour celui qui l'énonce, mais c'est une réaction possible pour l'entourage dans certaines circonstances, avec éventuellement un risque en termes de réputation, le risque de passer pour un géniard, le risque de se montrer faible, ce qui peut jouer sur le déroulé de carrière, en particulier pour l'encadrement. On peut aussi prendre le risque de se montrer trop critique, trop affecté. Cette question de l'affect dans le management, parfois, il y a des attendus comportementaux de la part des managers à résister, donc se montrer peu affecté, être plutôt dans un mode de comportement fondé sur la rationalisation. Et du coup, énoncer une plainte peut être une sorte de faille, de moment où la subjectivité se montre, donc un risque dans les jeux de pouvoir, dans les rapports de pouvoir en organisation. Je centre maintenant le propos sur le mal-être au travail, et puis je montrerai par la suite divers types de plaintes, diverses configurations. En quoi l'organisation du travail et les cultures de travail jouent sur l'énonciation des plaintes et aussi sur la compréhension de leur signification, puisque ce qui nous intéresse, c'est également l'écoute, l'interprétation, le passage à l'action éventuellement. Donc, dire et entendre le mal-être au travail, eh bien, je vous propose, à l'aune de l'ensemble des observations, des travaux d'enquête que j'ai pu mener, une dimension importante, c'est que s'intégrer dans une organisation, c'est aussi apprendre à se plaindre, donc acquérir des bons comportements attendus, et notamment apprendre à se plaindre de la bonne manière, dans la bonne situation. Donc c'est une question de contexte aussi, lorsqu'on est en réunion, lorsqu'on est avec des collègues dans l'interaction de travail, lorsqu'on est en pause à la machine à café, au déjeuner, les moments de loisirs, pourquoi pas dans les activités du comité d'entreprise. Donc autant de scènes différentes qui engagent les mêmes personnes, de scènes où on parle du travail. Il est connu à présent qu'il n'y a pas de cloisonnement entre sphère du travail et sphère du hors-travail. Donc ces contextes, ces situations jouent complètement sur ce qui est correct, convenable
à un moment précis, à la fois dans la manière de le dire et par rapport à la scène, le moment où ça se passe. Et je vous invite également, pour appréhender ces subtilités, à toucher du doigt la question de la communication interpersonnelle avec des indicateurs verbaux, ce qui relève du contenu littéral, donc le motif de plainte, ce que j'énonce en termes de problème, de mal-être, mais aussi la manière dont je le dis est un indicateur tout à fait déterminant pour saisir l'expérience de l'individu, du plaignant. Alors en situation, un travail d'interprétation se fait en permanence, ça c'est l'école interactionniste qui nous le montre, interprétation de ce qui est en train de se passer au moment où on le vit, ensemble. Des ajustements, des indicateurs de sens qui passent aussi par du non-verbal. Et en l'occurrence, quand on est sur des questions de plainte, de mal-être, la tonalité avec laquelle la personne s'exprime. Quelqu'un qui va pas bien va peut-être avoir un ton hésitant, va modérer le volume de sa voix, va avoir une prosodie, c'est-à-dire une petite musique particulière, éventuellement des hésitations. Donc, vous voyez, on peut retenir la question du ton et aussi la question de la gestuelle, de l'attitude physique, corporelle, qui nous amène aussi sur la voie des émotions ressenties et que je donne à exprimer. On a tous l'expérience de ça. Attention, là, je dois me contenir. Il faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas que je me laisse déborder. Voilà. Donc ça se passe en situation au moment où ça se dit. Et du coup, je donne une indication de ce que je vis avec un mal-être plus ou moins fortement ressenti et signifié à l'auditoire. Cette question de signification est importante. Donc, on est là complètement dans le collectif, dans le social et dans l'organisation. Par conséquent, c'est un peu le corollaire, le sens de ce qui se passe, le sens de ce qui se dit et la signification des plaintes, la signification des pratiques langagières, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui se construisent en situation. Les linguistes disent d'ailleurs que le contexte fait complètement partie de l'énoncé, puisque la scène où on se situe permet de comprendre, fait complètement la signification de ce qui se passe. Par conséquent, on comprend mieux ce que j'évoquais plutôt au début. Dire le mal-être, c'est quelque chose qui se façonne en lien avec un contexte collectif et c'est aussi une compétence, apprendre ce qui serait malvenu, la forme qui serait malvenue, la mauvaise manière quelque part de dire son mal-être. Et alors, puisque l'on est sur des questions culturelles, de normes de comportement, j'ajoute que dans certaines cultures professionnelles ou cultures organisationnelles, la plainte de mal-être peut être le signe d'une participation excessive ou d'une participation intempestive. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, en tout cas c'est l'interprétation, eh bien, c'est se montrer affecté, c'est se montrer peut-être trop engagé, montrer ce que l'on met de soi dans le travail, qui est toujours là, mais que dans certaines circonstances, il est préférable de masquer, de gommer. Et je vais vous donner là un exemple issu de l'ouvrage qu'on pourrait retrouver dans un des chapitres, Virginie. Là, c'est le fruit d'un suivi, un récit que j'ai pu tracé sur sa trajectoire. C'est une personne qui n'est pas manager, qui n'est pas cadre, mais qui est experte dans son domaine informatique. On lui a confié des fonctions d'encadrement qu'elle prend très à cœur. Elle adore ça, ça se passe très bien avec son équipe. Ce sont des collègues que je côtoie. Il y a un fonctionnement très adapté par rapport aux objectifs de production, beaucoup d'ajustements, des échanges professionnels. Et tout se passe bien. Une adjointe au chef de service est nommée, un poste est créé à un moment et cela va faire bascule par rapport aux fonctions de management de Virginie et à la coordination dans l'équipe, aussi l'ambiance dans l'équipe. Parce que cette adjointe, en tout cas c'est ce dont se plaint Virginie, est trop intrusive.
Elle s'immisce dans le fonctionnement de l'équipe, elle n'est pas spécialiste du domaine et aux yeux de Virginie et de son équipe, elle porte entrave au travail bien fait, elle empêche le bon travail, elle oblige à la qualité empêchée en ramenant en fait son grade, son statut, en disant maintenant vous devez fonctionner comme ça et ce n'est pas le point de vue de Virginie qui compte, c'est le mien. Donc il y a aussi une attitude autoritariste dont Virginie se plaint dans diverses circonstances et elle en parle aussi à son chef, plutôt au cours de voilà, dans des moments protégés, non publics, scènes formelles mais non publiques ou scènes informelles. Ce qui se passe, c'est que le chef n'est pas à l'écoute de ses arguments et ne va pas à l'encontre de son adjoint. Donc, on voit que la plainte de Virginie est difficile à dire, difficile à énoncer dans une culture très hiérarchisée, très centralisée. Je vous donne la suite de l'histoire. En fait, il y aura un épisode où, avec un débordement relationnel qui fait que l'adjointe de service va être finalement sanctionnée, reprise dans son type de management. Donc, finalement, Virginie obtiendra gain de cause. Mais voyez, quand on se situe sur la durée, en longitudinal, en regardant divers types de situations où la plainte d'une manageuse et d'un collectif demande à être entendue, eh bien, on voit qu'elle se dit différemment selon les circonstances et que l'écoute, la prise en compte, l'action ne sont pas automatiques. En l'occurrence, dans une culture bureaucratique telle que celle de la caisse, il faut faire avec la hiérarchie, faire allégeance, c'est le statut, c'est qui l'emporte. L'individu est un grade, une fonction, et ramener des arguments relatifs à la réalisation du travail bien fait n'est pas forcément légitime. Je termine avec un phénomène que j'ai pu constater dans un certain type d'environnement professionnel, comme celui de la bureaucratie, mais aussi dans d'autres, un phénomène de disqualification, voire d'invisibilisation des plaintes de mal-être, au nom justement d'arguments non légitimes. Tu dois t'habituer, ici ça se passe autrement. Une disqualification aussi des personnes qui peuvent être vues comme en étant dégénières, faisant des personnes pas assez fortes. Donc finalement, ce qu'on met de soi dans le travail qui fait que ça se passe très bien peut à d'autres moments être disqualifié lorsqu'il y a un motif de mal-être qui demande à être pris en compte. Eh bien, ce n'est pas si évident que cela dans les relations de travail. J'en viens maintenant à d'autres types de configurations. Je commence par rappeler le sous-titre de l'ouvrage « Des mots indicibles aux conversations du quotidien ». Donc, cette question de parole est prise à les plaintes ont diverses couleurs et les paroles sont prises en organisation dans des cultures professionnelles et des rapports de pouvoir. C'est ce qui va permettre de procéder à certaines distinctions, partant toujours de matériaux empiriques, hein, je le précise, c'est très très important. Dans le cas de la caisse, l'étude de cas de la caisse, certaines pratiques plaintives sont bien tolérées. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une énigme pour moi autour de la plainte. Pourtant, pourquoi une telle prégnance de la plainte? Je voyais des choses qui ne pouvaient pas se dire. J'en ai parlé avec le cas de Virginie. Et je voyais aussi certaines plaintes qui étaient tout à fait admises, banalisées, tolérées. Ce qui nous amène à la piste des normes de comportement et des normes de la communication interpersonnelle, donc dans les relations, dans les interactions. Et je poursuis avec des illustrations à la caisse. Se plaindre des autres, se plaindre du service d'à côté, se plaindre du fait qu'on n'a pas les moyens de bien faire. Quand on est en réunion, par exemple, c'est une figure récurrente. C'est quelque chose d'assez banal, j'ai envie de dire, constaté avec les observations participantes, et rien ne se passe. On peut tout à fait entendre ça de la part des mêmes personnes, se plaignant sur la durée des mêmes contextes, etc., sans qu'il n'y ait forcément de recherche de résolution de problèmes. Donc, plutôt des plaintes qui sont bien admises et pour lesquelles il n'y a pas d'étayage, on ne demande pas de compte particulier aux plaignants. Voilà, quelque chose se passe sans trop d'effet. J'ai pu aussi, toujours en termes de surprise empirique, constater des plaintes qui étaient parfois énoncées de manière anodine, voire ludique, des
des plaisanteries, des choses énoncées sur le ton de la rigolade, des formules lancées à la cantonade. Alors là, j'ai beaucoup travaillé pour objectiver le phénomène sur ce qui est dit, sur le contenu littéral. Donc il a bien un motif de plainte énoncée, par exemple en termes de lourdeur bureaucratique, de fin d'un âge d'or, de perte de moyens pour faire son travail. Mais là, ce qui est dit est dissonant par rapport à la situation. Donc, je voudrais maintenant vous proposer justement de revenir à cette question de situation, donc de langage au travail contextualisé. Et ce qui m'amène, à vous présenter une typologie. Alors, une typologie qu'en sociologie, on appelle un idéal type, ça veut dire une abstraction. Donc là, c'est le chercheur, à partir de l'ensemble de ses observations, matériaux empiriques, qui force le trait, qui tire en proposant des axes d'analyse. Là, pour faire la distinction, je vous propose l'axe du mal-être, plus ou moins signifié, donné à voir à l'auditoire, cette question de prosodie, d'émotion que j'évoquais tout à l'heure, et deuxième axe, celui de l'objectif de réparation qui semble plus ou moins poursuivi au moment où ça se passe dans l'interaction, lors de l'interaction. La plainte de mal-être, on l'a vu, le cas sur lequel je passe le plus rapidement, il y a une demande d'aide et de réparation, des signes de l'affection, de l'émotion, une figure. Là, je parle des propos plus étonnants en contexte, ce que j'ai nommé la plainte stratégique, c'est-à-dire il y a un contenu, un propos, un motif de mal-être, de problème, mais sans véritablement, visiblement, de recherche de solution, de réparation, d'intervention de la part d'autrui, qui soit poursuivi, qui soit demandé. Donc, c'est assez étrange. Pourquoi autant de motifs, de problèmes évoqués sans que finalement personne ne s'en empare et il ne se passe rien? Il faudrait bien sûr, pour le prouver, mais vous trouverez ça dans le livre, montrer ce qui se passe dans la durée. Je vous renvoie au chapitre, aux illustrations de l'ouvrage. Troisième figure, je parlais de plainte anodine, voire ludique, ce que j'ai appelé la plainte rituelle, où là, le contenu littéral et il y a une déploration, un problème évoqué, mais un mal-être qui n'est pas du tout signifié. Quelque chose qui paraît assez léger, la récurrence aussi de petites phrases, par exemple, je ne vais pas me plaindre, mais, et à ce moment-là, les interlocuteurs déroulent des motifs de plainte, mais vous voyez, c'est sous une forme finalement qui euphémise, qui est plutôt ludique, quelque chose d'assez anodin. Donc, à travers cette figure, mal-être peu signifié, objectif de réparation apparemment pas poursuivi, on peut parler de formules qui sont ritualisées, plutôt en lien avec le lien social, j'y reviendrai. Alors, je précise que pour parler de cette typologie, c'est le chercheur qui interprète et c'est aussi toujours un point de vue extérieur en tant qu'observateur. Évidemment, seule la personne concernée peut dire ce qu'elle ressent vraiment. Donc là, je force le trait, mais à dessein, pour raisonner sur ce que l'organisation fait de nous, fait de nos manières de communiquer, de dire ce qui va mal dans un contexte collectif. En dehors de la typologie, mais un cas de figure que je souhaite évoquer, c'est celui de la non-plainte. Quand le mal-être est profond, c'est le cas de la souffrance indicible, le mal-être très fort, mais une incapacité de demander de l'aide, donc d'obtenir réparation dans la mesure où l'énonciation, la capacité à dire n'est pas là. Donc c'est une figure que je n'ai pas pu interroger du point de vue empirique, puisque forcément on ne peut pas faire d'entretien dans ces cas-là, mais une figure que des philosophes, des psychologues relèvent, celle du désespoir, la non-plainte, qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de souffrance, la souffrance non dite, indécelable, qu'on peut supposer à travers l'attitude, la gestuelle, des personnes parfois plombées dans leur comportement, leur manière de se déplacer, leur attitude au travail. J'en viens à présent à un dernier point d'analyse, c'est celui
un peu, je vous ai présenté une typologie. La question maintenant est quels sont les phénomènes à l'œuvre collectivement et peut-être aussi des régulations sociales ou communicationnelles, toutes ces plaintes-là étant susceptibles d'être écoutées, entendues, d'interpeller, d'appeler à l'action. Je voudrais mettre l'accent sur des phénomènes, sur ce qui se passe en termes d'écoute et de réaction aussi de l'auditoire, des interlocuteurs. Sur la plainte stratégique, j'ai envie de dire que c'est une plainte qui est adaptée, en tout cas dans le cas de la caisse, j'ai pu faire le lien avec la culture bureaucratique. Très centralisé, très hiérarchisé, où on demande avant tout aux personnes de respecter les grades, les statuts, les fonctions, de ne pas trop s'engager dans leur travail, de ne pas trop participer. C'était le cas de Virginie évoqué tout à l'heure. Dire ce qui va mal et son mal-être, c'est intempestif. Tu vas trop loin, tu t'engages trop, tu t'impliques trop, ce qui est une formule aussi qu'on peut retrouver dans les univers concurrentiels, en dehors de la bureaucratie type administration. Donc la plainte stratégique, ça peut être une figure, une rhétorique, même une stratégie rhétorique, pourquoi pas, qui me permet de montrer que l'on se sent concerné, que l'on se sent engagé dans ce qui se passe, concerné, donc que on participe, mais en même temps, la manière de dire est relativement dégagée par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure sur l'émotion de la personne, ce que l'on perçoit de ce qui vibre ce qui vibre en elle au moment où elle le dit. Donc là, il y a un écart qui est perceptible dans l'écoute véritable, que l'on soit chercheur ou manager ou collègue, etc. Par conséquent, je reprends là la formule de Crozier, Michel Crozier, sociologue des organisations, on peut évoquer la plainte stratégique comme étant une figure très adaptée quand la norme de comportement est celle de la participation sans engagement, ne pas aller trop loin. Je dis les choses, ça montre que j'ai perçu qu'on pourrait faire mieux. En même temps, je ne heurte pas l'ordre établi. La manière dont je m'exprime montre que je suis respectueuse, je garde une certaine cordialité, je dis les choses de manière convenable, sur le bon ton, entre gens de bonne compagnie. Crozier a également parlé de participation en demi-teinte. C'est cette figure-là qui permet aussi d'expliquer que des plaintes puissent se dire sans qu'il n'y ait véritablement d'intervention derrière ou de volonté de changement perceptible des interlocuteurs qui ne réagissent pas, des passages à l'action qui ne se font pas. Là, c'est quand on regarde les choses sur la durée. Et on peut du coup parler d'une plainte qui respecte l'ordre établi et personne n'est dupe par rapport à ça. Cette énonciation peu engagée, finalement, est un registre communicationnel qui peut être partagé, en termes de culture partagée, on apprend cela, cette compétence à manier la plainte stratégique peut s'acquérir avec la socialisation au travail, l'intégration dans l'entreprise, y compris des plaintes stratégiques maniées par les dirigeants. Se plaindre des difficultés endurées pour mener à bien un projet, les bâtons dans les roues que le service d'à côté nous a mis, ou les fournisseurs, les consultants, etc. C'est une manière, quelque part aussi, de montrer, de redorer son blason, puisqu'on montre toutes les difficultés que l'on a eu à surmonter pour y arriver. Et c'est aussi à travers ces mêmes plaintes, une manière de disqualifier au passage certaines personnes, des adversaires potentiels, tout en se montrant soi-même sous des atours favorables. Donc voilà, une figure rhétorique qui est prise dans les jeux de pouvoir, dans les relations stratégiques en organisation. On vient maintenant à la figure des plaintes rituelles. J'évoquais tout à l'heure le lien social. Eh bien, alors je vous ramène encore une fois aux exemples qui sont évoqués dans le livre. Là, je ne fais que mettre en évidence des résultats. Selon certaines scènes, là, ce qu'il s'y passe, on peut parler de manifestation de l'appartenance, de loyauté vis-à-vis d'une certaine culture professionnelle, vis-à-vis d'une certaine culture d'entreprise, pourquoi pas. Par exemple, je critique la bureaucratie sur un ton anodin, badin, on en rigole, et du coup, finalement, tout ça fait lien social, fait sociabilité.
C'est un peu comme se plaindre de la pluie et du beau temps. Ça nous relie. Un auteur parle de plainte qui huile les relations, qui met du liant, qui huile, fluidifie les relations. Et donc, on peut parler à la fois pour les plaintes stratégiques et pour les plaintes rituelles, de propos qui, sous des atours d'engagement, voire de lutte, parce qu'il peut y avoir de la dénonciation, de la critique, etc., ne sont pas véritablement, manifestent plutôt la loyauté et l'appartenance, la loyauté vis-à-vis de l'ordre établi et l'appartenance à l'organisation. Je voudrais évoquer maintenant la manière dont les plaintes de mal-être peuvent être prises dans ce phénomène général de plainte, éventuellement ce bruit ambiant plaintif. Je reviens aux plaintes de mal-être qui peuvent être disqualifiées, on l'a vu d'une manière générale, mais aussi rabattues sur d'autres plaintes, prises comme étant des plaintes stratégiques, donc des manières de se positionner dans les jeux de pouvoir, alors que l'objectif premier, si je reprends ma typologie, est la réparation, la demande d'aide. À la caisse, univers très centralisé, très hiérarchisé, avec beaucoup de jeux de pouvoir. Il y a de multiples illustrations que vous pourrez retrouver. J'en donne une dans laquelle j'ai été engagée personnellement, concernée, ce qui a beaucoup joué d'ailleurs dans mon envie de travailler sur ce sujet, puisqu'il y avait d'une part une sorte d'ambiance plaintive, des choses très prégnantes et que je ne comprenais pas bien. D'autre part, des personnes qui réservaient leurs plaintes à certaines circonstances, alors qu'ils ne les disaient pas du tout, et je ne comprenais pas. Et puis, au bout de quelques mois, les 6 premiers mois de mon contrat, j'étais dans un collectif de travail, nous étions 4, nous avons vécu des très très grosses difficultés, essentiellement relationnelles et managériales, mais liées à ce que nous devions faire en termes de mission, de réalisation du travail. Donc, on avait beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords aussi sur la mission à réaliser, et le point de vue professionnel était difficile à faire valoir. Il y avait des divergences très fortes. Donc, le collectif, je vous passe les détails, vous le retrouverez dans le récit, dans l'ouvrage, s'est empêtré dans un conflit. Ça s'est enlisé, et finalement la personne qui avait le plus haut grade, qui n'était pas encore la chef d'équipe mais qui se projetait en tant que chef, a joué du statut, du grade pour faire de l'autoritarisme. Et bon, ça a amplifié le phénomène, amplifié le mal-être, parce qu'on était dans l'impasse. Alors justement, impasse quant au mal-être. Donc je vais parler pour ma propre logique d'action. J'ai demandé à être reçue par le supérieur hiérarchique pour remettre à plat un peu ce qui se passait, le fait que je n'avais pas les moyens de réaliser ma mission, recadrer éventuellement, faire de l'médiation. Et ce qui s'est passé, ça c'est ce qui m'a intéressé beaucoup par la suite, c'est que je n'ai pas été reçue. C'est-à-dire que le fait de vouloir nommer ce qui se passait mal dans le travail, ramenons les choses au contexte, j'étais jeune, femme, en CDD, je n'ai pas été reçue. Alors, après coup, on peut interpréter ça par rapport à statut d'emploi, position de dominée dans un système bureaucratique. On pourrait aussi évoquer la question du genre. Là, il s'agit d'un collectif féminin. On peut penser le supérieur hiérarchique, qui lui est un homme très haut gradé, agent de direction, a peut-être considéré ce qui se passait comme étant des histoires de bonnes femmes. Dans la bureaucratie déjà, la participation dans le travail n'est pas forcément attendue, et en plus, c'est un collectif féminin, elles ont l'habitude de se crêper le chignon, donc passons. Mais le mal-être, lui, était bien là, et puis j'ai su a posteriori que d'autres collègues avaient sollicité une médiation qui n'est jamais venue. Ça a mal tourné. Donc le médecin du travail est finalement intervenu, et là le supérieur hiérarchique n'a pas eu le choix. Il a agi. Il m'a reçue, et c'est cette scène-là qui a été vraiment importante. Je m'attendais à ce que l'on puisse enfin évoquer le problème rencontré. En fait, l'entretien s'est ouvert par un recadrage hiérarchique, par une sanction, comme quoi, un blâme, comme quoi ça ne se faisait pas d'aller voir le médecin du travail lorsque l'on rencontrait un problème dans son activité. Et le tout a été dit sur un ton plein de colère, alors qu'on est dans la bureaucratie, univers très policé, où le conflit est plutôt évité, on fait beaucoup de fuites, d'évitement relationnel. Voilà, donc cette scène, et encore bien d'autres,
montre le phénomène de disqualification et aussi potentiellement le fait que la plainte de mal-être est disqualifiée en étant ramenée à un autre type de plainte. Ce ne sont que des jeux stratégiques ou c'est que, ça je l'ai entendu quand je suis revenue à la caisse, les agents sont des enfants gâtés. Bon, ils se plaignent, mais ça sert à rien de les écouter. Finalement, c'est comme ça, ils ne s'aperçoivent même plus des conditions de travail confortables dont ils bénéficient. Ça m'amène aussi à évoquer ma posture de chercheur, donc le fait d'être soi-même éprouvé, affecté par ce qui se passe sur un terrain de recherche, c'est quelque chose qui me paraît très important, que je partage avec certains collègues. Et voilà, dans la construction de connaissances, l'idée de montrer justement cette part sensible, cette part vivante, nous paraît très importante, puisque finalement, elle permet d'aborder autrement des phénomènes sociaux, des phénomènes communicationnels, de les interpréter avec un autre regard. Sur le plus en lien avec la santé au travail, je voudrais aussi amener la question des signaux d'alerte, des signaux faibles. Si on dit qu'il peut y avoir des disqualifications, c'est que des signaux d'alerte ne sont pas pris en compte quand les plaintes de mal-être sont euphémisées, parce que la personne elle-même s'euphémise où elle n'est pas écoutée, ou de la censure, de l'autocensure. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, voilà, soit en tant qu'acteur, soit en tant qu'observateur, nous mettre sur une certaine piste. Également, une autre piste, quand les plaintes se ritualisent, ça peut être l'indicateur que les choses se disent sous un ton un peu décalé, voire léger, permettant de dire malgré tout, comme une soupape subjective, une échappatoire, des choses qui ne pourraient pas se dire autrement. Alors, si on revient sur le contexte bureaucratique, les psychosociologues ont montré que ce milieu organisationnel écrase les subjectivités en considérant les individus comme des fonctions. Donc, je n'ai pas le droit, je ne suis pas aux affects, à la subjectivité. Et pourtant, en tant que personne, il y a des choses. Donc, la plainte qui va être répétitive sur un ton un peu léger peut être le signe de finalement quelque chose d'assez profond, de durable, qui mériterait peut-être d'être écouté, mais voilà, qui se dit d'une manière très particulière. J'ai envie de donner un autre exemple, là cette fois dans le secteur marchand. Des collègues ont pu montrer à travers une étude sur la connexion permanente de l'encadrement qu'il était compliqué pour les cadres de se plaindre, de faire part d'un mal-être lié à la surconnexion, étant donné leur statut de manager, ce qu'on attend d'eux, et peut-être du coup la fierté, l'honneur de l'encadrement. En revanche, les collègues qui ont mené cette étude ont pu constater des plaintes peut-être un petit peu plus légères qui se disaient dans les moments informels, dans les moments de réunion, mais vous savez, quand on n'a pas commencé, quand on commence à prendre un peu la température, les moments de fonction fatigue du langage, comme disent les linguistes. Donc voilà, peut-être aussi les plaintes rituelles peuvent être regardées comme d'éventuels signaux faibles. J'en viens à un tout dernier point d'ouverture pour un peu ramasser ce que nous avons vu ensemble ce matin. Je voudrais tout d'abord nommer un point de vigilance quant à l'amalgame entre souffrance et plainte, puisque certaines souffrances ne peuvent pas être dites. Le mal-être peut être tu à certains endroits, dans certains contextes, et ceci d'autant plus que nous sommes dans une société où nous vivons plutôt l'injonction au bonheur, apicratie, comme dit tel est le titre d'un ouvrage. Donc, oublier ce que le contexte fait aux pratiques langagières dans le travail, occulter le collectif, l'organisation du travail, c'est aussi occulter potentiellement la normalisation de la parole au travail et donc passer à côté de ce qui est véritablement ressenti, quelle que soit la figure langagière concernée. Donc des risques de mécompréhension, de mauvaise écoute, de mauvaise interprétation, d'action au mauvais endroit. Je voudrais pointer aussi d'éventuels faux semblants problématiques.
Quand l'appartenance à l'organisation, quand la loyauté vis-à-vis de l'ordre établi se dit sous un mode, sous des atours critiques ou vindicatifs, alors que personne n'a véritablement l'intention de passer à l'action, de faire changer les choses, y compris pour les acteurs en responsabilité hiérarchique. Donc voilà, un point de vigilance pour à la fois l'observation et l'action en organisation. Notre point, comment interpréter la signification des plaintes? Je voudrais rappeler l'importance des éléments langagiers et de la méthodologie pour comprendre ce qui se passe en situation, les différents indicateurs verbaux et non verbaux. Et du coup, j'ai envie de proposer que l'écoute véritable tient compte du contexte de l'énonciation et des indicateurs empiriques. Donc, ça veut dire être capable de se former à ces aspects-là, acquérir aussi une certaine acuité d'écoute, d'observation pour comprendre la signification de ce qui est dit, la signification des plaintes. Et enfin, quelques points pour l'action en santé au travail. Donc, à travers la typologie, j'ai pu noter l'inversion de la signification de ce qui est exprimé quand le mal-être est rabattu sur d'autres types de plaintes. Donc, voilà un point de vigilance. Un autre point, c'est celui de tolérer l'expression des désaccords. Beaucoup de chercheurs le disent dans diverses disciplines en sciences humaines et sociales. Là, j'ai envie de ramener ce point absolument primordial à la question des interactions au travail, la controverse, la possibilité de dire prendre le temps est pressé, comme le dit un ouvrage qui vient de sortir. Et parfois, quand le mal-être se dit, ça peut aussi susciter de l'anxiété, de l'angoisse pour les interlocuteurs. Et puis, il y a un ordre du jour, il faut enchaîner, on a un rendu pour le jour même. Voilà, on passe vite. Et pourtant, ce temps-là est voilà, à la fois en termes de mal-être, mais aussi de possibilités potentielles créatives tout à fait voilà, c'est vraiment primordial pour la santé au travail. Enfin, prenons garde aux approches individualisantes et technicistes, où justement cet aspect très vivant, très lié à la manière dont la subjectivité se fait sentir, où il y a des êtres vivants en relation qui se disent les choses, qui construisent ensemble une interprétation de ce qui est en train de se passer. Ça, on ne l'a pas à travers des dispositifs froids de type écoute liée aux risques psychosociaux. Bien sûr, il y a des choses très bien, très importantes, mais voilà, faisons attention aux approches qui seraient insensibilisantes, qui nous amèneraient vers de la mécompréhension ou vers une mesure à côté. Et enfin, passons de l'expression des mots individuels à une compréhension générale de l'organisation du travail. Alors ça, c'est une proposition peut-être plus de recherche ou peut-être plus d'élaboration pour comprendre des processus socio-organisationnels. À travers la plainte individuelle ou dans un collectif de travail, on peut lire des processus organisationnels plus généraux, liées à un certain type d'organisation du travail, à certaines configurations dans les jeux de pouvoir, aussi à des cultures professionnelles faisant que certains modes de fonctionnement vont être légitimes et pas d'autres. Du coup, on peut prendre la plainte comme une sorte de moyen d'analyse, un marqueur analytique pour comprendre l'organisation en général et du coup aussi formuler une contestation qui soit générale, collective, un diagnostic organisationnel ou une critique qui a une vocation plus générale. Ce sera mon dernier point. Je vais couper la présentation. Merci Olivia. Il y a beaucoup de questions et de remarques. Que faire quand l'entreprise ne répond pas? Peut-être des questions assez professionnelles aussi. Que faire quand le manager n'arrive pas ou ne parvient pas ou ne cherche ou ne relaie pas, ne fait pas remonter des plaintes collectives? Que faire quand le salarié qui se plaint, j'ai envie de dire, est en boucle et ressasse de la plainte? Parce que là, au fond, on a compris que la plainte est à la fois une expression qui dit quelque chose de l'individu et qui dit quelque chose de l'organisation et qui dit quelque chose du lien entre les deux. Et tout ça est assez...
Donc, que faire quand l'entreprise n'entend pas, que le manager ne relaie pas? Y a-t-il aussi une question d'approche genrée de la plainte? Et puis, est-ce qu'on apprend ou comment apprend-on cette subtilité cette subjectivité? Où est-ce qu'on apprend, au fond, les comportements à avoir ou ne pas avoir et comment est-ce qu'on les critique? Si on peut les Merci. critiquer. Ça renvoie à une dernière question assez large sur au fond, est-ce qu'il y a des modes managériaux qui feraient qu'il y ait de la régulation de la plainte et une articulation possible entre l'expression subjective et quelque chose de plus subjectif? Voilà, on a envie de dire au fond que la plainte est une compétence, mais l'écoute de la plainte aussi est une compétence professionnelle. C'est peut-être là que se dénoue ce que tu décris, la capacité à écouter et à traiter professionnellement la plainte individuelle et la plainte qui dit quelque chose de l'organisation. Mmh. Merci beaucoup de l'écoute et de la qualité des questions qui sont renvoyées. Alors, quand le manager ne relaie pas la plainte de mal-être, il y a évidemment des services du côté RH et du côté des services de santé au travail et aussi des délégués du personnel qui sont là, qui peuvent être interpellés. J'ai envie de ramener les choses peut-être assez en amont, avant que ça soit vraiment voilà, critique, puisque mon propos est très lié à ce qui se passe, aux interactions, aux relations entre des interlocuteurs qui sont ensemble. Donc je pense que être attentif à la manière dont les choses se disent, il y a une personne, un collègue qui me signifie, y compris dans le non-verbal, qu'il y a vraiment quelque chose de dramatique, qu'il y a vraiment quelque chose qui l'affecte, qu'il y a une demande de résolution, de réparation par rapport à ça, ça se perçoit. Et du coup, j'invite les collègues les personnes qui seraient concernées en étant collègues ou managers, pourquoi pas, mais en tout cas, qui sont sur les scènes où ça se dit, à réfléchir voilà, à ce que cette personne en train de se plaindre donne à voir de son vécu, de sa subjectivité, et prendre le temps d'écouter, d'étayer. Voilà, ne pas aller directement à ah oui, c'est toujours la même rengaine, parce que ça peut être un réflexe aussi. Avec l'ancienneté, dans certaines fonctions, on est rabattu sur des rôles formels. Parfois, l'écoute n'est plus au rendez-vous. Donc peut-être, si on gardait une certaine fraîcheur, pardon, là, forcément, je donne des leçons générales et je sais que c'est pas évident, mais voilà, l'idée d'être attentif au non-verbal, de prendre le temps, aussi de considérer s'il y a répétition, de considérer la trajectoire, le longitudinal, je pense que ça, ce sont des bons indicateurs. S'il faut relayer, il y a des services, il y a des personnes qui sont capables de faire contre-pouvoir. L'approche genrée, c'est un point très important, alors que je n'ai pas pu véritablement objectiver dans mes travaux, puisque je suis dans une approche qui est très circonstanciée, il y a des situations particulières, donc je n'ai pas, par exemple, de comptage de plaintes selon le sexe de la personne qui s'exprime, mais même si j'avais eu cet objectif, je crois que ça serait pas une bonne manière d'aborder la question, parce que aborder un objet langagier, des questions voilà, d'ajustement, de rapport de pouvoir, de culture de travail à travers le comptage de plaintes et du sexe de la personne qui s'exprime, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. En revanche, ce que j'ai pu poser en hypothèse, c'est cette disqualification de la plainte de mal-être qui est davantage constatée lorsque le collectif est féminin et lorsque le manager est féminin. Ça serait à consolider avec d'autres approches empiriques, mais voilà, telle est mon impression. Et j'ai pu aussi, et vous trouverez ça dans l'ouvrage, mener des synthèses de recherche de collègues sur le genre au travail.
montrant que la question de la lutte est plutôt un registre bien vu lorsqu'il s'agit d'hommes, donc un registre connoté masculin, viril, beaucoup moins bien reçu lorsqu'il s'agit de femmes dont on attend qu'elles soient plus dans la compréhension, l'écoute, prendre sur soi, voilà. Donc effectivement, la question de ce que le genre fait de nos comportements au travail est à prendre en compte pour comprendre le travail et l'activité tout court, et a fortiori pour appréhender les sujets de santé au travail. Et, des collègues ont d'ailleurs travaillé sur le genre du mal-être au travail. C'est un programme de recherche auquel j'ai participé, et je vous renvoie à ces approches-là. Comment se former? Comment apprend-on la subtilité de ce qui se joue? Alors, écoutez, parlons-en déjà, on est là pour ça. Échangeons. Moi, j'ai été sollicitée par des collectifs. J'ai présenté mes travaux en diverses circonstances. Il y a des formats de formation et formation-action aussi qui sont possibles. C'est aussi, voilà, je crois beaucoup par l'expérience, par l'échange de pratiques, par justement la préservation de ce côté très vivant de ce que le travail nous fait, que l'on peut accéder à quelque chose de plus fin, de plus pertinent, de plus humain aussi. Voilà, l'actualité en santé au travail, mais aussi par rapport à l'écologie, nous ramène beaucoup à cette question du vivant, et je m'en réjouis. J'en profite pour évoquer une chose qui m'a frappée au moment du procès France Télécom. Des collègues, tout un collectif militant a chroniqué le procès. C'est un ouvrage qui s'appelle « La raison des plus forts ». Des observateurs de tout type ont assisté aux séances et en ont écrit des comptes rendus personnels. Et ce qui est dans ces chroniques montre que jusqu'au jour du procès, les dirigeants qui étaient là ne voyaient pas l'humain, ne voyaient pas. Ce qui était ramené, c'était le cas de Monsieur X qui s'était suicidé. Enfin, voilà. Donc là, la personne était forcément au centre, avec des temps longs, des photos, des choses choquantes. Et pourtant, ce propos de « on a fait ce qu'il fallait », il fallait sauver l'entreprise, est resté très, très prégnant. Donc, je crois que ce qu'on est en train d'évoquer est un phénomène, même si on peut se dire « mais oui, évidemment, il faut écouter le mal-être, il faut faire des choses pour le résoudre ». Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Et jusqu'au procès qui objective, qui engage une procédure juridique, on voit à quel point les rationalités peuvent s'opposer et le déni peut être puissant. Les managers, dans l'écoute de la plainte, y a-t-il des modes des façons de manager qui seraient plus ou moins adaptées, hein? C'est ce que j'ai retenu de la question. Laurent, est-ce que c'est bien ça? Je commence à répondre comme ça. La qualité de l'écoute est une compétence professionnelle qui s'apprend, qui se reconnaît, et tout le monde n'en a pas la possibilité, ou n'est pas reconnu comme ayant le temps même. Et les managers se plaignent de ne pas avoir le temps de manager au quotidien et d'avoir le temps d'écouter et de faire remonter des expressions légitimes, plaintives ou non. Il y a une question aussi autour de la plainte rituelle. C'est un peu subtil à percevoir, hein. Et en tout cas, on a du mal à exprimer que les ressentis sont légitimes. Tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait aborder le sujet avec la plainte de mal-être des managers, hein. Donc, ce qu'on a construit ensemble ce matin, évidemment, concerne tous les niveaux hiérarchiques, tous les profils, toutes les personnes au travail, en organisation, hein, contexte collectif, organisé. Donc, eh bien oui, ma propre plainte, je vous ai donné un exemple où ça ne fonctionne pas. Alors peut-être ce que je n'ai pas évoqué, c'est cette capacité à prendre conscience de ce que le milieu professionnel, la culture professionnelle dans laquelle j'évolue peut considérer comme légitime ou pas. C'est un petit peu subtil, je ne sais pas quoi vous dire en termes de formation, mais en tout cas, ça fait partie de mes observations en termes de recherche. La manière, quand je parlais tout à l'heure de plaintes qui sont revues comme trop intempestives, trop intrusives, tout ça,
ça peut se conscientiser, ça peut se travailler à travers peut-être des échanges sur des scènes vécues sous forme de supervision. Voilà, donc formation, action, supervision, je pense qu'il y a manière de pouvoir mettre à distance ces phénomènes culturels. J'ai envie de dire aussi, pour ce qui concerne le management, c'est la question du contre-pouvoir que je peux jouer si cette fois il s'agit du destin de mon collectif de travail, comment je peux jouer moi-même de mon statut, de ma fonction et de ma position d'acteur stratégique pour faire reconnaître la plainte de mal-être que j'entends, que j'observe. Voilà, donc acteur vis-à-vis de la plainte entendue. Ça serait ma réponse pour ce matin. On revient sur, il y a beaucoup de questions autour de l'organisation, de la capacité de l'organisation à avoir de la fluidité, la qualité communicationnelle de chaque organisation. Vous avez étudié une organisation dans laquelle il y a plutôt du silence organisationnel, pour reprendre un terme de chercheur de Danielou, la capacité à fluidifier. Au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas moins de plaintes s'il y avait plus de qualité de communication, de qualité d'échange? C'est une bonne question. Il faudrait regarder d'autres cas empiriques. Quand on est chercheur, on se méfie toujours un peu de la généralité. Donc, une manière de répondre, ça serait de dire je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas sous le coude des exemples, mais je ne vais pas dire ça. Dans d'autres cultures que celle de la caisse, dont j'ai décrit les tenants, les aboutissants rapidement, j'ai pu observer des choses de l'ordre de la disqualification de la plainte de mal-être lorsqu'on était justement dans des ambiances de travail où il faut être performant, il faut faire vite, on n'a pas et où il y a beaucoup de compétition. Donc, se montrer faillible, effectivement, est un problème. Et prendre le temps de dire, avoir ces moments de discussion hors dispositifs managériaux, hors rationalisation à outrance, ce ne sont pas forcément des occasions fréquentes. Du coup, alors peut-être qu'il y aura moins de plaintes, ou du moins de plaintes sur des scènes publiques, ouvertes en termes de réunion, mais ça ne veut pas dire que le mal-être n'est pas là, et ça ne veut pas dire que la plainte de mal-être confiée dans d'autres circonstances, dans des moments où les temps sont desserrés, dans des moments privés où on ne se confronte pas au regard de l'autre, on ne se sent pas en danger, comme quand il y a des confidences, par exemple, ou voilà, une réunion protégée. Là, les choses se disent. Donc, je ne ramènerai pas spécifiquement la propension à se plaindre à une culture générale, mais plutôt à certains types de moments et certains types de plaintes. Et au fond, ces moments de discussion sur l'activité, parce que c'est bien ça dont il s'agit, on n'est pas là pour discuter sur une scène professionnelle qu'est l'entreprise des vulnérabilités individuelles. C'est à la fois l'expression de difficultés personnelles, parfois profondes, et de difficultés organisationnelles qui touchent la personne. Ces moments manquent aussi. On manque aussi d'animateurs et de gens qui sont en capacité et qui ont le temps et qui sont légitimes à organiser l'écoute et le débat sur l'activité elle-même. On en revient un peu à la qualité des espaces, des moments et de management de l'expression. Tout à fait, c'est une manière d'appréhender le sujet. Donc des espaces d'expression qui sont des dispositifs ouverts. On peut aussi prendre la question d'une autre manière. C'est un peu ce que j'essayais de poser au début. Dans les interactions liées à l'activité naturelle, ordinaire, ce qui fait le quotidien de notre activité de travail. Donc là, il n'y a pas spécifiquement d'animateur, pas spécifiquement de dispositif, et pourtant, la question de l'écoute est primordiale, de l'attention à l'autre, et aussi de l'acuité vis-à-vis de la manière dont la communication se fait, tous ces aspects interpersonnels, langagiers et non langagiers. Donc je lance une invitation à avoir peut-être en permanence
Quand bien même les contextes nous ramènent au faire vite, au temps pressé, à la performance, essayons de garder ce réflexe et cette fraîcheur vis-à-vis de ce qui nous met en relation. Donc la plainte est une compétence plus ou moins attendue de l'entreprise. Ça veut dire que la plainte est assez limitée. On attend un comportement d'expression dans une certaine limite. Et en même temps, cette limite, elle n'est pas dite. Il faut que le salarié la Ouais. découvre lui-même. Quand on entre dans l'entreprise, beaucoup de choses sont définies, mais pas le comportement. Il n'y a pas d'obligation comportementale, à part les extrêmes à part les questions de violence. Il n'y a pas d'obligation de comportement. Et d'ailleurs, on est sur un terrain qui est mal décrit et qui peut mettre le salarié tout à fait mal à l'aise. Tout à fait. Alors, cette reformulation question est intéressante puisqu'elle permet d'aborder les processus de la socialisation au travail, ce qui se passe quand on intègre une nouvelle organisation ou un nouveau collectif. C'est un peu le cas du jeune embauché qui permet d'illustrer ça, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Effectivement, il y a du prescrit, une fiche de poste, des choses à réaliser. Il y a aussi des attendus qui sont explicités. Je pense par exemple aux formations à la prise de poste ou à l'accueil des nouveaux embauchés, qui peut se faire le temps d'une demi-journée en présentiel, par exemple, le livret d'accueil. Donc autant d'éléments signifiants aussi de ce que sont les attendus. Évidemment, tout ça est à décoder, c'est pas forcément écrit. Les limites ne sont pas dites, mais les limites sont perceptibles. Et quand on raisonne sur un sociologue, on parle de sanctions positives et négatives, c'est-à-dire la réaction de mes interlocuteurs me fait sentir si je me suis bien comportée ou pas. Donc ça, c'est un propos de la sociologie classique, par exemple pour tout ce qui est règles de politesse, comportement en société, on peut le ramener à l'intégration, à la socialisation au travail et à mon sujet. Donc, si je me plains de quelque chose qui n'est pas, qui est complètement à côté de la plaque, par exemple les lourdeurs bureaucratiques, les rigidités, ben, le collectif va se moquer de moi. T'as rien compris. Tu vois, bon, ça c'est pas très sympathique, mais pas trop méchant non plus. Il peut y avoir des réactions aussi d'accompagnement, de compagnonnage. Alors tu sais, je vais t'expliquer. Voilà, quelqu'un qui encadre le jeune embauché, qui lui explique où il est. Il peut y avoir aussi des sanctions négatives. C'est ce qui m'est arrivé à la caisse. J'ai été menacée pour avoir alerté, pour avoir consulté des personnes susceptibles de faire contre-pouvoir, quand bien même la hiérarchie ne réagissait pas. Eh bien, la sanction, c'est la punition, c'est la menace d'être licencié. Donc ça, voilà, c'est une manière plus ou moins claire, plus ou moins symbolique, plus ou moins tangible de comprendre les comportements attendus dans un cadre donné. Très bien. Peut-être un mot de conclusion, puis on va s'arrêter à midi exactement. Hein. On est bien sur des questions de difficulté à décrire son travail, à décrire ce que l'on ressent. Hein. Parfois, si on se plaint, c'est parce qu'on a aussi peut-être parfois pas les mots pour décrire ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Et si on est d'autant plus maladroit à exprimer que l'on est mal écouté. Donc, on est bien dans l'interaction entre le salarié et le management et l'écoutant. On a parlé des plaignants. Les plaignants sont en face d'écoutants. Ils ont du mal à définir, à décrire leur travail. Hein, on sait bien qu'en analyse de l'activité, qu'il faut un tiers pour regarder, pour écrire. On a du mal à et encore plus ce que l'on ressent. Et si on n'est pas écouté, cela crée de la souffrance. Donc, une question d'ouverture pour conclure. Est-ce que si les salariés étaient mieux écoutés, regardés, si le travail était mieux discuté, il y aura peut-être moins de plaintes. Mmh. Sans Oui, chercher bien à les limiter, mais à mieux les qualifier. Oui, j'aime bien cette idée de discuter le travail. Peut-être aussi, j'ai tout
à l'heure évoqué la formation, on pourrait dire formons-nous cette fois lors du cursus dans les études supérieures ou avant, formons-nous aussi à ce qu'est le travail. Travailler, c'est mettre beaucoup de soi, s'engager personnellement, physiquement, subjectivement. Et je crois qu'il est très important que les personnes qui encadrent d'autres personnes puissent connaître ces fondamentaux. Par exemple, ce que les ergonomes ont montré en distinction entre travail prescrit, travail réel. L'importance de pouvoir ouvrir la controverse professionnelle, ouvrir les débats, effectivement, c'est quelque chose de primordial. J'aime aussi l'idée relevée en synthèse de compétences langagières, d'avoir les bons mots pour dire, effectivement, dans le monde du travail, nous ne sommes pas tous à égalité, en termes de d'aisance à verbaliser, en termes de mots maîtrisés, et en termes de domination aussi, parce qu'on peut se sentir tout à fait impressionné à aller dire ce qui ne va pas auprès d'un chef, auprès d'un RH. Une collègue a travaillé aussi sur les carcans langagiers qui sont imposés pour les cas de médiation. Par exemple, parler de harcèlement, c'est s'exprimer, les RH renvoient à une certaine terminologie. Et du coup, en tant que salarié qui est amené à parler de ce que j'ai vécu, je ne vais pas forcément être à l'aise avec ces mots-là. Je ne vais pas me sentir vraiment écoutée puisqu'on me rabat sur des catégories qui sont celles expertes et qui ne permettent pas de dire ce que j'ai vécu. Donc effectivement, la question sémantique au sens premier, la question de langage au sens premier du terme sont tout à fait importantes. Très bien, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que ce webinaire va être relu. Il sera disponible en ligne dès qu'il sera monté, sous un format avec un sommaire, etc., de façon à en faire un outil aussi pour prolonger la discussion et pour apprendre à écouter et à parler, voire à se plaindre. J'ajoute également une annonce, celle d'une prochaine rencontre organisée cette fois par l'APSE, l'Association pour la sociologie de l'entreprise, qui organise des conférences débats, et date est prise avec les organisateurs pour le jeudi 2 mars 2023 en soirée. Oui, c'est très bien de prolonger le débat. Merci Olivia, merci à tous et un grand merci à vous tous d'avoir été très nombreux et d'avoir questionné sur le chat. Vous avez une évaluation possible qui vous sera envoyée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir Olivia. Au revoir et merci.